Alors, témoignage, acte 2, donc chapitre 2, partie 1, Jimmy. Le sous-chapitre 1, c'est l'ouverture, ça va être le survol de beaucoup de choses pour bien comprendre le positionnement et le côté autochtone, de, bien sûr l'histoire, donc les parents, donc moi le père de mon fils, bien sûr. Le côté habitation pour démontrer les limites territoriales, qu'on est bien là ancré depuis toujours, on va dire. Donc, et ça implique bien sûr le travail, les associations, donc bien sûr la mairie, les listes municipales et surtout les adjoints qu'on va retrouver au niveau des conseils de quartier, les adjoints qu'on va retrouver au niveau des municipalités sur le conseil d'école, les directrices d'établissements que l'on retrouve, les HLM, voilà. Donc on va retrouver un petit peu tout ça. Et on va pouvoir le constater sur l'évolution que j'ai ramenée au schéma temporel qu'on a vu un petit peu dans le premier chapitre. Là, il y a beaucoup plus de rendement et je vais vous montrer la barre qui pourra démontrer les différents étages et toutes les différentes problématiques que le témoignage apporte à des moments T de ces différents chapitres qui vont arriver dans le futur. Donc mon langage est d'ordre militaire souvent. Quand je dis tiens, je vais me faire bombarder de verbalisation, c'est au sens figuré, bien sûr, vous l'aurez compris. Alors pourquoi? Parce que ancien militaire, quand vous faisiez ceux qui ont fait un stage commando, vous faites des, comment ça s'appelle, des petits stages à l'intérieur même du stage pour différents modules de formation. Et vous avez le stage évasion, et le stage évasion, c'est psychologique, et on vous passe un disque en boucle, vos chefs vous ont abandonné. Voilà, donc c'est ça, le principe. C'est pour travailler le côté psychologique, euh, et se défaire, je dirais, du cadre hiérarchique. Vous êtes seul, vous devez vous démerder. En gros, c'est ça. Et ça se résume à ça. Et donc, bien sûr, les armes qu'ils utilisent, cette technocratie, c'est l'argent, bien sûr, l'encre et le papier, puisque si vous ajoutez le temps, c'est ce qu'on appelle l'administratif, puisque vous avez des tournantes de ces, comment ça s'appelle, surtout les fonctionnaires, que ce soit procureur de la République, que ce soit les sous-préfets, ils tournent, les commissaires, ça tourne. Eux, ils tournent, mais vous êtes toujours ici. Vous voyez, les présidents tournent, mais vous êtes toujours ici. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est comme si à chaque fois, ils vous découvraient. C'est-à-dire que pour eux, ce que vous existiez avant, ça n'existe pas. Vous voyez, on a affaire à ce jeu pervers et sadique de la technocratie qui, bien sûr, est une arme de harcèlement contre les citoyens qui sont ciblés et qui les dérangent. Donc c'est pour ça, guerre psychologique aussi, on rentre dans le côté dépression et psychiatrie. La psychiatrie, c'est juste par rapport aux ordonnances, puisque la psychologie, les psychologues ne peuvent pas vous donner vous attribuer des médicaments psychotropes, psychotiques, tout ça. Puisque avec mon fils, nous verrons dans le futur, on parle, pas forcément du harcèlement, d'un burn-out, mais souvent les deux sont légèrement liés, si vous additionnez votre vie privée. Donc le burn-out est lié à une pression aussi en même temps, mais c'est pas forcément du harcèlement. Mais voilà, ça rentre en compte et on va voir différemment comment eux ils agissent, soi-disant le serment d'Hippocrate. À ce moment-là, ils n'en ont plus rien à foutre. La déontologie, l'ordre médical, ils n'en ont plus rien à foutre. Parce qu'ils ne savent toujours pas lire. Ils sont bac plus 10, ils ont fait une thèse, doctorat, et ils ne savent plus lire des simples textes de leur propre déontologie. Donc ça va être vu aussi. Donc là, nous allons voir ce qu'on appelle l'invisible, parce que ça ne se voit pas, c'est pas un rhume, c'est un état, on va dire. Donc là, on travaille sur le cortex, et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes bien sûr une alchimie bioélectrique. Donc quand vous arrivez dans cet état de dépression, ce qui n'est pas dit, c'est que vous êtes un petit peu ici en surtension. Et que si vous prenez ces molécules, c'est des ça va bloquer les neurotransmetteurs et ça risque de vous créer des problèmes, je dirais, dans le futur. Et certaines études pouvaient démontrer aussi, et ils ne cherchent pas à creuser là-dessus, que certains psychotropes, psychotiques, tout ça, créent, je dirais, sur du très très long terme et pour après, dans votre futur, Parkinson et Alzheimer.
Mais ils vont pas en parler parce qu'il faut fourguer toujours leur drogue. Et donc, j'aborderai ce point-là, la différence aussi quand vous subissez ça, cette phase médicale. Et il y aura bien sûr, ou somnifères, ou nous le verrons, de l'air. Ça sera, j'avancerai, je parlerai de cette vérité, les vérités qui dérangent. Donc voilà, on va commencer et on va repasser un petit peu vite fait, rapidement, sur le schéma avant d'entamer les premiers petits sous-chapitres que nous allons voir sur ce chapitre 2. Ok, on est reparti sur le survol du schéma temporel qui a bien évolué aussi, hein, même beaucoup plus évolué qu'avec le premier chapitre 1 Fouilleul, puisque là nous rencontrons l'architecture un petit peu plus complexe de la vie sociétale et d'où on habite, d'où on vient, pour montrer et démontrer le côté autochtone de ma personne, de ma famille dans cette ville. Donc Nantes, voilà, je suis né à Nantes, je suis resté 3 ans, avec mes parents on est arrivé à la Croix-Dorée, à l'Écousse, et l'Écousse Fougères s'est collée donc dans les années 70. De l'Écousse, on est passé ensuite sur une habitation au 25 rue des Orières, à Fougères, et 67 terres, boulevard Charles-Tillon, c'est mon père qui a fait construire. Donc c'est une rue qui est parallèle, c'est juste dans le même quartier, c'est à 500 mètres, même pas. Et donc le boulevard s'appelait Boulevard Thiers à l'époque. C'est un ancien président de la 4ème République et ils l'ont appelé Charles Tillon. Ça a été un communiste résistant plus loin, on va dire, dans les années. Je n'ai plus la date exacte. Et moi, je suis parti à l'armée en 87 au Mans. Le 2e RIMA, Régiment d'infanterie de marine, donc l'ancienne coloniale. Armée de terre, béret bleu, voilà. Donc en arrivant de l'armée en fonction, donc j'ai pas renouvelé mon contrat parce qu'on touche je dirais au civil et ma sœur en plus elle avait un problème donc je lui ai racheté tout le mobilier dans son appartement. Donc j'ai pas racheté l'appartement, j'ai juste racheté le mobilier parce qu'elle partait, elle préférait partir vers s'installer à Montpellier parce que son fils a un problème avec son œil, et il y avait des chirurgiens spéciaux, tout ça, enfin bref, sans rentrer dans le détail. Voilà, donc je me mets avec la mère de mon fils et nous habitons ensemble au 36 rue Louis Pasteur à Fougères. Seulement quelques mois, puisqu'après on aura fait une demande d'HLM et on habite au 10 avenue de Normandie ensemble en septembre 1990. Donc on va voir ça un petit peu sur l'administratif. On en a vu déjà une portion avec Vanessa sur les procédures. Donc ça, ce qui va être pratique, c'est de pouvoir faire évoluer ça pour bien démontrer les parallèles existants entre les différents chapitres quand nous allons amplifier le schéma temporel. Donc ici, c'est déjà passé des séparations avec la mère de mon fils. Voilà, donc là, on se remet en 93, donc 94, BEP, ONAC, reconversion professionnelle. Voilà, donc après je travaille dans le milieu de l'industrie, donc c'est des 2.8, 3.8, donc CP8 Ouverture, Texton, donc là je travaille sur Vitré, sur Fougères, sur Saint-Thomas-du-Corbier, voilà. Et Texton, ils m'ont pas gardé parce que ils avaient une politique du pas de couple, mais on verra l'hypocrisie après. Et donc là c'est pareil, donc mon fils Jimmy est né en septembre 95 aussi, le 1er septembre 95 d'ailleurs. Et donc la séparation arrive très vite derrière, hein, puisque c'est à peine 3 ans, il a à peine 3 ans que ça, voilà. Donc lui il est déjà presque rentré en maternelle et ça va de l'aile, donc voilà. Et donc quand ça se passe une séparation, il y a toujours celui qui s'y attend pas, c'est souvent aussi les hommes, hein, voilà. On pense à bosser, à évoluer, mais voilà, nos concubines ouvrières n'évoluent pas forcément. Et nous le verrons aussi, parce que bon, faut avoir un côté, voilà, dire les choses c'est très facile, faire les choses dans la réalité de la société c'en est une autre. Par rapport aux procédures que je vais développer plus tard.
Donc voilà, on va pouvoir survoler déjà cette période-là. Donc la séparation, alors dans le schéma temporel, on peut voir que j'y ai incrusté en même temps donc les associations, les parents d'élèves, les écoles de mon fils, et donc la procédure orange, donc ça va être développé ici aussi dans le chapitre 2 Jimmy, puisque ce qui est important c'est de voir pourquoi j'ai travaillé là, quel et comment on se fait escroquer à cette période par des entreprises qui nous font des contrats où vous travaillez comme un chien pour rien du tout, où on vous escroque même, c'est le patronat, et vous n'avez aucun recours puisque tout est fait pour protéger en même temps ces escroqueries commerciales, on va dire. Voilà, donc on va survoler pas mal dans ces sous-chapitres les parents d'élèves, les conseils d'école, les élus, puisqu'on va voir et on va trouver aussi les élus, bien sûr. Donc celui-là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'amplitude dans le schéma, hein, et on va voir que ici en 2009, c'est là où je viens après l'usufruit de la belle-mère et l'abandon du domicile. Je suis obligé de venir habiter dans ce domicile pour pouvoir, je dirais, l'entretenir dans nos responsabilités et devoirs civils d'entretien obligatoire. Donc on va surfer entre le schéma temporel, le côté administratif, des explications en fonction, je dirais, de la sensibilité, de la santé, puisque ça fait partie aussi je dirais, de ces dossiers, ça fait partie de la société civile, ça fait partie des procédures. On va surfer entre les uns et les autres et marquer et démontrer avec, je dirais, le temps d'arrêt de cette barre, les différentes situations dans les différents chapitres où ils arrivent et se croisent et se superposent en même temps. Entrée au 1er septembre 1990, voilà, il n'y a pas photo. La séparation, la première séparation avec la mère de mon fils. Et ce qui est important, c'est de voir qui était l'adjoint à cette époque. C'était Audusso Guy, qui est adjoint et celui qui dirige l'OPAC, l'Office HLM de Fougères. Donc il est bien stipulé sur le document. Voilà le retour, donc concubinage, revie maritale avec la mère de mon fils en 93, donc Jimmy né en 95, et donc là on va sauter des années puisque la séparation, j'ai pas le document, voilà. Puisque ça a été fait différemment par elle en même temps sur le document pour un nouvel appartement, donc ça reste plus compliqué, donc on saute directement sur le document de Vanessa, séparation Vanessa, et le dernier document c'est celui où je quitte le HLM avec mon fils pour venir ici, où elle reste, je dirais, et elle reprend le HLM puisqu'elle a eu des problèmes avec son coco là, qui l'a foutu dans la merde, et donc voilà, on s'est arrangé, je dis écoute, tu reprends l'appartement, ça a été vu avec les HLM, tout a été fait clair, net avec l'ensemble, voilà, c'est une forme administrative pour qu'elle reprenne, et puis comme elle était là depuis le début, donc voilà, donc moi je quitte au 2 octobre 2009, donc je suis resté et j'ai habité 19 ans au 10 avenue Normandie. C'est important pour les autres procédures parce que ça, c'est toujours pas compris par des magistrats. Ça c'est incroyable, mais vrai. La séparation, comme on a pu le voir sur les documents pour prouver, démontrer un petit peu, c'est pas la première fois que il y a une séparation avec la mère de mon fils. Elle est volage, ça existait même avant, hein, avant l'armée même. Donc on se connaissait depuis très très longtemps, depuis l'adolescence. C'est pas non plus la première rupture. Donc voilà, c'est toujours embêtant, mais vous n'avez pas cet état de dépression extrême que vous connaissez quand vous avez plutôt un enfant, et c'est là le perdre, où on perd pied, je dirais, les hommes perdent pied, hein, ou des femmes peuvent perdre pied aussi, hein, en fonction des différentes séparations. Et donc ils appellent ça dépression. Alors, différents stades, donc il y a la psychologie, mais la psychologie ne peut pas faire d'ordonnance. Vous passez dans ce cas-là sur un psychiatre qui va faire des ordonnances, voilà, ou vous passez par votre médecin traitant qui ne veut pas forcément parler de dépression, a les moyens aussi d'ordonnance de vous faire
ordonnances de psychotropes, mais moi je refuse tous les psychotropes. Et donc j'ai pu voir l'hypocrisie, je dirais doctorale, de recherche à l'époque, dans, un laboratoire de recherche, c'est Biotrial, hein, qui fait des essais pharmaceutiques. Et donc j'ai voulu tester, ce truc-là pour toucher 3 000 € pour un essai de 3 semaines sur une molécule à base de cannabinoïdes. Donc ça, c'était, beaucoup plus loin, mais j'en parle maintenant. Pourquoi? Parce que, j'ai surpris une conversation qui disait: «Oui, une personne qui a subi une dépression, c'est une lésion cérébrale qui est irréversible». Mais je dis: «Putain, j'ai affaire encore à des débiles». Donc s'ils pensent que c'est une lésion irréversible, ça veut dire, quelque part, qu'elle est due à leurs molécules qui vont leur filer, quoi. Si vous prenez des psychotropes et que que vous vivez une dépression et que vous prenez des psychotropes pendant trop, trop longtemps, là, vous allez avoir quelque chose d'irréversible. Parce que vous allez, inhiber les neurotransmetteurs, l'alchimie bioélectrique synaptique des neurones et là, ça va vous foutre une pagaille, générale pendant un temps. Ça va vous assommer, vous pouvez prendre du poids, enfin bref, il y a plein d'effets indésirables sur, leurs, molécules chimiques. Donc là, comme c'était une, molécule à base de cannabis, bon, je dis, je risque pas grand-chose, voilà, j'ai pas été pris à cause de la tension. Donc pourquoi, je dis ça? Parce que, bah, pendant cet espace-temps de 2 à 3 mois de séparation où je vis, je dirais, cette dépression où je perds, je dirais mon emploi par rapport à ça, sans trop, rentrer dans les détails, j'ai été voir le docteur, donc je veux pas de psychotrope, je veux bien essayer les somnifères. Je prends des quarts de somnifères et j'ai failli avoir des accidents, de voiture puisque j'avais des endormissements le matin quand je devais aller, au boulot dans X endroit, voilà. Donc j'ai failli donc je me suis dit: «Il faut que j'arrête ça, quoi» et je me suis mis à, fumer, plutôt du cannabis, donc de l'herbe à l'époque. Donc on remonte à 25 ans en arrière, hein, voilà, et j'en parle à mon médecin. Je dis: «Bah, écoutez, moi, j'arrête vos trucs» et je me suis mis plutôt à fumer de l'herbe parce que, je veux dire, ça, détend, ça relaxe et le matin, j'ai pas d'endormissement au volant. Donc je lui explique le truc, hein et on parle du CBD, hein. Le CBD, ça fait partie aussi de l'herbe, c'est inclus dans cette molécule. Voilà, c'est en vente libre maintenant. Le cannabis est en vente libre, aux, certains États des États-Unis, en Hollande, voilà. Ici, il faut pas en parler parce que ça dérange surtout et avant tout les laboratoires, parce qu'il y a des millions de personnes qui utilisent des psychotropes, vendus par, des pharmacies. Tandis que bon, avec, le cannabis que vous pouvez, sans fumer, hein, maintenant, comme on le voit avec le CBD, vous mettez une goutte, terminé, c'est quelque chose qui, voilà. Par contre, ça joue, il paraît, un petit peu sur la conduite, mais bien sûr, c'est encore manipulé par, la chimie, puisque l'alcool avec l'air, on sait que l'organisme élimine 0,1 par heure. Par contre, pour, je dirais, le cannabis, il n'y a pas volontairement de volonté de recherche sur la durée où ça fonctionne au niveau du cerveau, parce que tout fonctionne au niveau du cerveau. Si vous voulez, c'est l'alchimie du CBD et du cannabis qui vont jouer sur l'alchimie neuroleptique et synaptique de transmission aux neurones qui fait que bon, vous allez peut-être être légèrement plus lent ou plus rapide en fonction de la molécule que vous allez prendre dans l'alchimie du cerveau qui fait que vous avez peut-être moins de réflexes. Heu, voilà, mais c'est volontairement un petit peu caché, il faut surtout pas en parler parce que ça les dérange et comme ça on peut focaliser sur une partie de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de fumeurs et que ce soit dans tous les partis, alors que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a énormément de fumeurs parce que ils sont dans la déconnexion de ces partis politiques je dirais, du populisme français. C'est clair. Quand vous êtes obligé de récupérer, ce produit, bah, vous allez dans certains réseaux, hein, voilà et c'est là que vous vous apercevez énormément, des fumeurs, SOS racistes, vous voyez? Par contre, les mecs, ils finissent ministres. Un ancien, qui était, ministre européen, là, sous Hollande, de SOS racistes, eh ben, lui, il fumait le pétard, quand c'était, l'air Coluche et tout ça. Mais après, ils vont cracher à la gueule au peuple.
Vous voyez? Maintenant, moi, je suis ministre, j'ai jamais dit que j'ai fumé ou j'ai pas fumé. Voilà, donc c'est très, très hypocrite. Notre société, on est dans une société sournoise, qui veut pas évoluer, veut pas avancer pour garder le pouvoir, par les mêmes oligarchies, instaurer leur politique étrangère islamiste. Donc voilà, il faut en parler, de ça parce que ça m'a aidé en même temps, à franchir le cap, ça c'est clair et je n'ai pas eu de lésions comme le prétend, je dirais ces professeurs de biotrial, puisqu'on voit que j'ai fait, mes comment ça s'appelle? Mon QI, mon QE bien après, je dirais, ces années de consommation de cannabis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet état de dépression, vous avez une surtension, je dirais, au niveau du cerveau et l'hypersensibilité. Vous êtes dans l'hypersensibilité, puisque vous êtes en surtension, et là, vous allez capter ce qu'on appelle les ions. Et là, on rejoint la spiritualité bouddhiste avec le yoga, les chakras, l'énergie, parce que en fin de compte, chaque être humain est une batterie bioélectrique et nous rayonnons. Alors nous ne le voyons pas parce que nos yeux ne sont pas adaptés au rayonnement, hein. Les ultraviolets, on ne les voit pas. Les lasers, on peut les voir quand ils sont réellement à forte tension, mais on voit que le point lumineux, on ne voit pas la trajectoire des fois fonction de la luminosité. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que l'on ne voit pas et qu'on ne peut pas imaginer ou concevoir, puisque nous travaillons ici sur l'invisible, l'infiniment petit, et les rayonnements que nos capacités biologiques ne sont pas censées pouvoir apercevoir. Et donc, nous transmettons et nous propageons des ions positifs ou ions négatifs. Et donc, comme nous sommes dans un état de stress permanent et de séparation où vous ressentez toute la rage de votre concubine à vouloir partir, donc il y a du mépris, il y a de la haine, il y a de l'hystérie, il y a tout ce que vous voulez, et donc vous percevez tous ces rayonnements et vous les ressentez, quoi. Donc c'est pour ça qu'à la limite, vous ne dormez plus après dans la même chambre, hein, quand vous avez qu'un lit, mais faut pouvoir faire avec ce qu'on a, hein, voilà. Et donc c'est ça, le principe même de la dépression. Donc il faut du temps, du recul, sortir, s'aérer la tête, voilà, et ça va être la guérison est bien sûr très, très longue, on va le voir et savoir tourner la page, mais c'est très dur quand vous avez un enfant et quand vous avez des enfants, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc on va pouvoir, approfondir ça, c'est pour, ce qui ne sera pas développé dans la procédure, vous allez le voir, de séparation et de garde, bien sûr, mais le futur toujours nous donne raison. Voilà, et c'est pourquoi j'ai travaillé à l'ADAPT à Pomain après, je dirais ma séparation avec la mère de mon fils, parce que c'était un travail en heure normale. Et donc là, on arrive en fin 2003, en mars 2003, la transaction, le protocole qu'on a tourné de manière médicale, sans que j'ai conscience que dans le dossier médical, la doctoresse avait fait son enquête de son côté et avait bien relevé le harcèlement moral au travail. Donc, ici, c'est le protocole où on voit qu'il parle des visites de la médecine du travail. Et comme ils avaient déjà engagé une procédure de licenciement, donc pour se décharger, ils savaient qu'ils l'avaient dans le fion, hein, je dirais, voilà, les milieux associatifs comme ça, et vous êtes avec l'hypocrisie de cette classe dirigeante qui profite, je dirais, de la situation de leur poste et de leur petit pouvoir absolu au sein des entreprises pour faire, en fin de compte, ceux qui veulent harceler les citoyens, les dénigrer et les jeter comme des merdes une fois qu'ils ont profité de notre savoir-faire, de notre travail et de tout ce qu'ils ont pu bénéficier, puisque j'avais un statut, je suis une personne handicapée. Et par rapport à ça, mon handicap, ils ont touché beaucoup d'aide à cette époque sur les premières années. Donc plutôt de recourir à l'arbitrage de juridiction prud'homale et juridique, les parties se sont rapprochées. En même temps, ils n'ont pas eu le choix que de se rapprocher, on va dire. Voilà, la somme versée, ça faisait 10 000 francs à l'époque. Donc en même temps, c'est carrément pas énorme. Si j'allais en procédure, c'était facilement 10 fois, 20 fois plus, hein. Donc au vu du préjudice subi par lui en raison de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Donc là, il précise bien que d'abord, c'est une procédure de licenciement qui a été
amené. Voilà, et qu'on a tourné après, d'ailleurs, en maladie professionnelle par rapport à ça. Mais au tout début, c'est parce qu'ils ont voulu me licencier pour faute grave. Donc ici, il est bien stipulé que ça pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail. Voilà. Bon, je ne l'ai pas mis parce que ça ne sert à rien ici. Et donc, après, à désister de toute action, donc il ne fallait pas que je les attaque, voilà. Ils reconnaissaient tout leur tort. Voilà, donc, à la limite, moi, je préférais avoir ce document, je veux dire, qui démontre, je dirais, ma bonne foi, hein, le fait qu'en fin de compte, je n'ai pas menti, que voilà, ce qui s'est passé, c'est la vérité, que j'ai subi du harcèlement au travail, c'est aussi une vérité, et on le verra plutôt dans le chapitre de la médecine avec les preuves. Voilà. Donc ils nous disent, oui, on doit se tenir discret quant au protocole. Il n'y a plus de discrétion en fonction que derrière, je me suis aperçu que dans la comptabilité, je me suis fait avoir puisque je n'ai pas touché d'argent pendant 3 mois au chômage. Et donc, si on regarde le montant ici, c'est comme si j'avais eu pendant 3 mois 500 € par mois. Vous imaginez? Donc, voilà. Ils se sont en même temps foutus de ma gueule. Mais moi, j'ai le document qui prouve, je dirais, cette discrimination et ce racisme universitaire de cette société basée sur le pseudo-social. Hein, un éducateur technique spécialisé, voilà, c'est un petit patron, il va faire du chiffre, il n'y a que le chiffre qui l'intéresse. Nous le verrons sur une autre procédure avec le Badminton Club du Pays Fougères, où là vous allez rencontrer encore des universitaires, un éducateur technique spécialisé dans le dossier de mon fils, et encore un doctorat de recherche au CNRS. Donc nous verrons ça. Vous voyez, toujours des universitaires, des cadres, le pouvoir absolu. Donc là, on voit le certificat de travail donc, de janvier 1999 à mars 2003. Voilà, et ça c'est le document qu'on a fait et mis en place pour la procédure concernant le docteur Fauvi, hein, de la médecine du travail, qui m'a mis inapte avec mon consentement parce que je dis ça sert à rien, je peux plus travailler dans cet établissement, puisque de toute façon, psychologiquement, on est sur du harcèlement du travail et que de toute façon, ils cherchent qu'à me virer. Donc autant me mettre inapte et trouver une autre solution alternative. Voilà, donc ça a été ça. Allez, on retourne sur le schéma temporel pour finaliser le premier sous-chapitre de ce chapitre 2. De retour sur le schéma temporel qui n'est pas ce que j'appelle le déplacement atomique de l'être qu'on voit, je dirais, graffé sur le QE, je dirais, c'est un concept totalement différent. Là, c'est en 2D, une projection du parcours de vie et administratif, sociétal, qui est totalement différente et encore inédit et innovant pour faire cette démonstration et témoignage. Donc nous sommes ici arrêtés à la sortie de l'ADAPT Pomain, donc on voit la séparation, les parties où je suis monoparental si on a grandi, ici, et puis ça continue après la séparation avec Vanessa qu'on voit sur l'administratif. Et le basculement ici avec les documents administratifs HLM où l'on voit que je change d'adresse et j'arrive au patrimoine successoral en 2009. Le fait que la mère de mon fils a subi une séparation, s'est fait escroquer par son concubin pour lequel elle m'a quitté, et il l'a foutu dans la merde. Voilà, le futur me donne toujours raison, on va dire. De ce côté-là, j'aurais préféré pas forcément avoir raison, hein, mais et des choses plus abjectes se sont passées. Nous verrons ça ultérieurement. Donc, on finit ce sous-chapitre. Le sous-chapitre 2 va être conseil d'école, conseil de quartier et tout ça. Au prochain sous-chapitre.